bienvenue dans ce tout premier webinaire des soignants investisseurs. Je suis ravi de débuter cette première session, un peu crash test. On va voir un petit peu ce que ça va donner, en espérant que voilà, il y ait le moins de bugs possible. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de faire cette présentation sur reprendre le contrôle de ses finances. Donc, Guillaume Pogu, moi, je suis médecin généraliste installé à Boueil, dans une petite commune à proximité de Nantes. Et j'ai créé les soignants investisseurs parce que c'est né d'un constat. On a malheureusement ni le temps ni les compétences pour comment gérer notre argent. Et souvent, soit on le délègue, soit on s'en occupe pas du tout. Et quand on le délègue pas toujours à des interlocuteurs indépendants et des gens qui sont des interlocuteurs qui sont alignés avec nos intérêts à nous. Et c'est donc pour ça que j'ai créé les soignants investisseurs, c'est pour redonner un petit peu de compétences et de background financier aux soignants pour que quand on leur propose des produits, quand on leur propose un accompagnement, ils aient un bagage, un peu de culture financière pour pouvoir interagir avec leur interlocuteur de façon un peu plus égale et moins déséquilibrée. Oui. Monter en compétence. Et si voilà, ils ont envie de s'en occuper un peu seuls, ils peuvent également au moins s'initier à ça et s'occuper eux-mêmes de leur patrimoine. Et donc c'est un peu l'objectif des soignants investisseurs, à la fois une newsletter bimensuelle et puis des webinaires, ou en tout cas des sessions un peu plus interactives comme aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Marion Jiménez. Je te laisse la parole. Merci. Alors bonjour à tous. Donc Marion Jiménez. Donc moi je suis conseillère en investissement depuis 2023 où j'ai lancé mon cabinet. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Le tout premier, donc c'est pareil, le crash test, les petits aléas du direct, mais c'est bien. Ça commence en tout cas. Donc moi j'ai lancé mon cabinet en 2023, février. Donc, je rentre dans ma 3e année, quasi pile poil en anniversaire. Moi je suis installée à Bassindre exactement, donc c'est à côté de Saint-Herblain. Je suis sur la périphérie nantaise, pareil. Alors moi le constat que j'ai fait assez jeune, c'est que donc en démarrant dans la vie active, je me suis très vite intéressée tableau budgétaire, déclaration d'impôts, bulletin de salaire. Petit à petit, je suis montée en compétences. Et puis, j'ai été moi-même accompagnée par un conseiller en gestion de patrimoine, donc qui était indépendant, pour le coup, comme moi. Et puis, quand j'ai découvert son métier, j'ai trouvé ça génial, ce qu'il pouvait faire. Le constat de Guillaume, il est bon, c'est qu'effectivement, on manque beaucoup de pédagogie en France. On a différents types de conseillers en gestion de patrimoine. Donc il y a des gens qui sont indépendants et des gens qui ne le sont pas. Pour vous expliquer un petit peu la différence, au moins que vous puissiez situer déjà dans un premier temps. Les personnes qui sont indépendantes, donc comme c'est mon cas, on choisit nos partenaires et on a une liberté de conseil qui est quand même plus importante. Les personnes qui exercent de manière non indépendante, très souvent c'est des gens qui exercent dans le milieu de la banque ou dans le milieu assurantiel également. Alors, l'indépendance, c'est pas ça qui va vous garantir effectivement la performance, mais c'est surtout ça qui va pouvoir vous dire, effectivement, ce qui compte dans le conseil, c'est d'être adapté à vous. C'est-à-dire que pendant un premier rendez-vous, moi j'ai un cycle de 3 rendez-vous avec mes clients. Le premier rendez-vous, c'est vraiment 1h30 d'échange sur vos objectifs de vie, comment vous voyez les choses, comment vous avez été éduqué, si vous êtes sur une vision commune ou séparatiste avec votre conjoint. Ça, c'est important de l'avoir. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est pas des vendeurs de produits, surtout pas. On est là pour une relation long terme. Donc, on est aussi sous couvert du secret professionnel, évidemment. Petit prérequis qui peut vous aider si vous êtes démarché. Ça, c'est un peu votre basique, mais retenez bien cette information-là. L'ORIAS, pour vous, c'est votre réflexe sécurité. Alors, l'ORIAS, c'est quoi? C'est la plateforme qui répertorie tous les intermédiaires, donc de l'assurance, de la banque et de la finance. Si vous avez quelqu'un qui vous contacte, ça peut arriver, qui vous démarche au téléphone, n'hésitez pas à lui demander son numéro ORIAS. Ou alors, vous faites plus simple, vous lui demandez une confirmation par mail. Je vous ai mis sur le visuel, alors c'est en petit, mais vous voyez qu'effectivement, je l'ai surligné.
Le numéro ORIAS, vous le voyez surligné dans mes mentions légales. Et je vous ai mis un visuel également de l'ORIAS en tapant mon numéro, bien sûr, pour vous montrer un petit peu les différents niveaux d'habilitation. Parce qu'on a tous des niveaux d'habilitation différentes. Donc, c'est bien de pouvoir se situer. La catégorie MIA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis formé sur les assurances, à la fois vie et non-vie. Je vous donne un exemple, je suis aussi formé sur de l'assurance automobile, donc je peux avoir un visuel dessus, mais c'est pas moi qui vais vous refaire les négociations sur cette partie-là, par exemple. La partie MIO-BSP, ça veut dire que je suis formé aussi sur la partie crédit. Donc je peux vous accompagner dans le fait de monter un dossier crédit, en tout cas, et avoir un visuel important sur vos crédits en cours. Et le dernier, le plus important, c'est la partie SIF. Cette partie-là, ça veut dire que on a une formation déjà plus complète, qu'on a accès à des produits assez différenciants que si on avait effectivement que la partie assurance. Et la partie SIF, ça veut dire aussi qu'on est sous l'autorité des marchés financiers. Donc on a quand même un contrôle qui est important de leur part. On a vraiment une vision d'ensemble avec cette partie SIF, et c'est ça qui demande le temps de formation le plus important en tout cas. Donc c'est vraiment la chose importante pour vous à regarder. Et c'est assez simple, il suffit de regarder sur la signature mail de la personne qui vous démarche. Donc vous tapez, vous allez sur l'ORIAS, vous regardez. Si vous voyez au moins, il faut qu'il y ait au moins le sigle CIF, CIF, pour vous assurer que la personne, elle a une vision globale de votre patrimoine. Je pense que c'était important qu'on le mette au départ, justement pour parler justement d'indépendance ou de la non-indépendance des conseillers en gestion de patrimoine et à partir de leurs compétences. Et puis évidemment, tout ça, ça fait pas mal de sigles, mais je vous enverrai avec le replay une espèce de petite fiche récapitulative de tout ce qu'on va se dire durant ce webinaire qui vous permettra de retrouver l'information facilement. Alors l'objectif donc justement de ce webinaire, c'est de reprendre la main sur nos finances. Il va se dérouler en 3 temps. D'abord, un petit temps un peu interactif avec le fameux Kahoot. Donc, vous avez téléchargé l'application et commencé à mettre en place les petits avatars. On va parler ensuite, on va revenir après, évidemment, sur chacune des réponses de ce Kahoot plus en détail au cours du webinaire. On fera le budget type. Et puis, évidemment, on laissera une petite place aux questions et aux réponses. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Eh bien, écoutez, on va se mettre d'emblée sur le Kahoot. Hop, impeccable, là. Alors, première question sur l'épargne. C'est parti. 100 € investis chaque mois pendant 20 ans, 5%, ça donne combien? Réponse rouge, 24 000 €. 29 000 €, 36 000 ou 41 000. Ah bah t'as le code PIN du jeu en bas, donc si j'ai un qui me rejoigne. Ah, des spectateurs sont arrivés. Alors, parfait. Alors, bonjour Juliette. Allez, définir comme contributeur. 2 réponses. Et donc, la réponse A, c'était 41 000 €. On verra évidemment toutes les réponses. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et donc, bravo. Si par contre, t'as une manip à faire pour Juliette. Je viens de la faire, la première. C'est bon. À 3% d'inflation, en combien de temps votre pouvoir d'achat est divisé par 2? 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans? En 20 ans, oui. À 3% d'inflation. En ce moment, on est un peu moins, mais on n'est pas très très loin. Donc en 20 ans, on en reparlera, ça se divise en 2. Et bravo Audrey qui a trouvé la bonne réponse. Alors, la meilleure façon d'augmenter votre taux d'épargne. Supprimer les petits plaisirs du quotidien. Renégocier ses contrats, emprunts, prévoyance, mutuelle. Travailler plus d'heures ou accepter plus de garde.
ou investir directement toute sa trésorerie en Bitcoin. Et oui, bravo, effectivement, pour négocier les contrats. Tac, bravo. Le match est serré. 4e question. En moyenne, le revenu d'un soignant libéral à la retraite chute de combien de pourcents? 10%, 20%, 30% ou 40%? Ça, c'est une belle question, oui. Ça, c'est une bonne question. Et ouais, j'ai bien conscience de la baisse importante. Les deux. Et enfin, dernière petite question. Hop. Quelle est la meilleure stratégie pour se protéger des baisses et profiter des hausses de marché? Investir chaque mois la même somme, regarder le loup de Wall Street, avoir une boule de cristal ou anticiper les hausses et les baisses en étudiant la finance. Bien joué, bravo. Eh ben, écoutez, on n'est pas trop mal quand même, hein, franchement. Une question qui était si on laissait notre argent à 5% sur 100 €, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Je te laisse la main, Marion, pour nous les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est quoi? Effectivement, les intérêts composés, pour faire simple, déjà, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que vous avez un capital de 100 €. On est parti du principe qu'un placement pourrait rapporter 5% par an. Vous avez un capital de 100 €. L'année suivante, votre capital a augmenté. Avec la part des intérêts, il est passé à 105. Jusque-là, tout va bien. L'année encore suivante, donc l'année 3, le travail de votre épargne s'est fait sur les 105 €, donc permet d'aller chercher les 110,25 €. Ce qu'il faut savoir avec les intérêts composés, c'est que le temps est votre meilleur allié. Ça, c'est vraiment la base et la première chose qu'il faut retenir. Et la magie, c'est qu'effectivement, votre argent, il va travailler sur ce que vous avez investi et continuer à faire cet effet boule de neige. On vous a mis un exemple qui est très simple et très parlant. On vous a présenté, on est parti sur une somme très faible, comme ça peut correspondre à tout le monde, pour le coup. On est parti d'un capital de 200 €. Donc, vous mettez 200 €, peu importe la solution, et vous rajoutez 100 € par mois. Jusque-là, tout va bien. Après 15 ans, il faut savoir que votre investissement vous a rapporté, en termes d'intérêt, 8 806 €. Quand on voit la différence sur 20 ans, on rajoute 5 ans, on passe de 8 806 à 17 000 € d'intérêt. Vous voyez le delta sur 5 ans? C'est énorme, en fait. On s'en rend compte tout de suite, c'est qu'effectivement, plus on va chercher ce levier-là, il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser, mais celui-ci, il ne faut surtout pas le négliger, parce que c'est, pour le coup, ce qui est à retenir, c'est vraiment un effet boule de neige. Ouais, le temps est vraiment votre allié, puisque vous avez vu, vous avez mis 15 ans pour gagner 8 000 € d'intérêt, et si on laisse 5 ans de plus seulement, on rajoute 8 000 € supplémentaires de plus, et ça, c'est juste les intérêts, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose de... Voilà, il y a Einstein qui disait c'est la 8e merveille du monde, parce que effectivement, ça, rien qu'en laissant votre argent travailler pour vous, en laissant le temps agir, non seulement vous permettez de fluctuer, de lisser les aléas de marché, mais en plus, vous accumulez du capital au cours du temps. Donc vraiment, le temps est votre premier meilleur allié. Et comme dans tout, il y a des alliés, mais il y a aussi des ennemis. Et le deuxième ennemi, c'est l'inflation. Pour répondre à la question 2, à 3% d'inflation, en combien de temps vous réduisez? Et oui, très rapidement. En 20 ans, on divise par 2. C'est quoi l'inflation, Marie? Donc l'inflation, pour faire déjà une définition, c'est la hausse généralisée des prix. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. On a eu des périodes où l'inflation, elle a été quand même... on est monté quasiment à 6% d'inflation. Ce qu'on vous présente ici, c'est un graphique qui part de 2015 jusqu'à 2024. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en l'état, maintenant, on est à peu près à 2% d'inflation. Évidemment, c'est redescendu.
où on a toujours des phénomènes cycliques. On le voit effectivement, 2021, 2022, 2023, ça a été des périodes d'inflation hyper importantes pour le coup. Il faut savoir que très souvent, on a tendance à se dire, par sécurité et par éducation aussi, on a tendance à se dire, je vais laisser mon argent sur mon livret A, par exemple. Je laisse mon argent sur mon livret A, donc ça me rapporte entre 2 et moins de 2%, ça dépend des dates d'ouverture, pour le coût du livret. Vous avez vraiment cette partie où on se dit, c'est sécurisé. Donc effectivement, le nominal de votre argent, il bouge pas, enfin très peu, pour le coup. Mais moi, j'aime bien prendre un exemple avec mes clients, c'est dire, OK, il y a 10 ou 15 ans, qu'est-ce que vous achetiez avec 200 000 euros? Avec 200 000 euros, on arrivait quand même à acheter des choses il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. Les 200 000 euros, ils n'ont plus la même valeur. Plus on va continuer dans le temps, plus effectivement, ces 200 000 euros-là, on va pouvoir acheter de moins en moins de choses. Et il faut se dire que l'argent perd de la valeur constamment à cause de l'inflation. Et si vous restez sur un principe bancaire avec des rémunérations à 2%, effectivement, vous êtes en train, concrètement, de perdre de l'argent. C'est très français. On a la notion du risque, on a la peur du risque. Il faut toujours savoir que le risque, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'il vous faut un accompagnement dans le sens où, par exemple, vous avez un projet dans 2 ans où vous avez besoin de mobiliser 20 000 euros. Effectivement, on va pas le mettre dans un niveau de risque important. Pour info, les niveaux de risque, on va de 1 à 7. On les classe comme ça. 1 à 7. 1, on estime que c'est un compte bancaire, en gros, et 7, on estime que c'est de la bourse, pour vous donner une image. Si effectivement vous avez un projet dans 2 ans, là, on ne va pas mobiliser l'argent de la même manière en risque, on va plutôt le mettre 2, 3. Si on est sur un projet de préparation de retraite, avec, on le voyait tout à l'heure sur le Kahoot, un revenu qui chute quand même de 40%, on a en général plus de 10, 15, 20 ans devant nous, là, on peut mettre un niveau de risque 6 sur 7, par exemple. Parce que le temps, on peut absorber les fluctuations de marché, étant donné qu'on a le temps devant nous. Et que les points annuels sont aussi faits pour ça, pour petit à petit aller sécuriser quand les projets arrivent. Donc le risque, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste quelque chose qu'il faut comprendre. L'inflation, c'est ce qui va grignoter votre pouvoir d'achat. Ne l'oubliez pas. Et vraiment, la chose principale, c'est de se dire, si je vois mon argent, que nominalement, ça reste cette somme-là, je suis déjà en train de perdre de l'argent. Exactement. En fait, on a toujours un peu peur de se dire, on se voit, moi, j'ai pas envie de perdre d'argent, donc je mets ça sur un livret ultra sécurisé. En tout cas, je mets tout mon argent sur un livret sécurisé. Nominativement, effectivement, vous ne perdez rien, mais par contre, vous avez toujours la même somme sur votre compte en banque quand vous ouvrez votre application, mais par contre, ce que vous pouvez faire avec, on l'a vu, au bout de 20 ans, vous pouvez acheter que la moitié de ce que vous pouviez faire actuellement. Donc, en gros, si moi j'aime bien donner l'exemple aussi de la terrasse. En gros, quand vous faites une terrasse à 5 000 euros, il y a 20 ans, vous pouviez faire 2 fois plus de terrasses qu'il y a maintenant, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir en tête ça et de pas se dire, je mets tout dans un truc, dans une poche sécurisée. Il en faut. Marion vous réexpliquera un peu les différentes poches. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir cette notion de faire travailler son argent au-dessus de l'inflation, parce que sinon, celle-ci vous le grignote, et c'est du pouvoir d'achat en moins. Et c'est important parce que on l'a vu. Et pourquoi c'est important d'investir pour sa retraite? Parce qu'on prend soin des autres chaque jour, le temps file, et si on s'en occupe pas, soit d'autres vont s'en occuper, c'est l'État, en espérant qu'ils y arrivent. En ce moment, on voit que c'est un petit peu compliqué. On a beaucoup d'incertitudes sur le fait qu'on va, en tout cas, avoir un niveau de retraite tel qui est annoncé. Et en plus de ça, vous avez vu, et vous l'avez très bien répondu lors du Kahoot, on perd pas loin de 40% de nos revenus. C'est quand même gigantesque. Et notre avenir mérite autant d'attention qu'on met à soigner nos patients, parce que c'est de la liberté en moins, en fait. Se dire, le but n'est pas de s'enrichir, le but est de pouvoir garder, quand on part à la retraite, une certaine liberté pour pouvoir aider nos enfants, nos petits-enfants, les études, pouvoir se faire plaisir aussi et de voyager, et de ne pas avoir à compter parce que on s'en est pas occupé, qu'on a tout laissé grignoter par l'inflation et le temps.
et que l'État, qu'on pensait pouvoir nous assurer notre retraite, ne peut pas le faire à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer ou de ce qu'ils nous ont promis. Et encore même, quand on regarde ce qu'ils nous ont promis, moi j'ai fait une petite simulation de ma retraite à 64 ans, donc à l'âge légal. Alors 4078 net, on peut se dire c'est beaucoup. Après, n'oubliez pas, c'est dans 30, moi j'ai pas 40 ans, donc c'est dans plus de 35 ans. Je suis pas sûr que 4000 euros de maintenant, soit 4000 euros, je puisse faire la même chose. Rappelez-vous, donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est 40% quand même il y a près de 60% de baisse par rapport aux revenus qu'il y a là actuellement. Donc, il faut quand même réajuster sacrément. Et c'est des projections, Marion pourra bien dire, qui sont assez En fait, optimistes. c'est vraiment le revenu qu'on a actuellement, à aujourd'hui, à 2026. En fait, moi, l'objectif là de ce que je peux vous dire, c'est pas d'être pessimiste, mais c'est d'être réaliste, par contre. La situation qu'on voit aujourd'hui, moi, c'est quelque chose, je demande systématiquement, avant le premier rendez-vous, avec mes clients, je leur envoie un liste, je leur demande des pièces, et je leur demande d'aller faire cette simulation. Je leur mets même le lien. Ils ont juste à cliquer, créer un compte, ça prend 3 minutes. Et voilà, ils font leur bilan retraite, et très souvent, il y a des grosses prises de conscience, ce qui est très bien. Il vaut mieux prendre conscience des choses en amont, plutôt que se laisser déborder après. Je préfère autant cette vision. Ça, c'est une vision positive, ce qu'on a ici. Parce qu'effectivement, là, sa simulation retraite nous dit, donc Guillaume départ à 64 ans, il aura 4000 euros par mois. OK. Alors déjà, dans plus de 20 ans, ça représente quoi 4000 euros par mois? Avec l'inflation qu'il y aura eu pendant cette période-là. Première étape. Deuxième étape, c'est qu'effectivement, depuis les 10 dernières années, on le voit, on l'entend, enfin, ça sort pas de nulle part. Depuis les 10 dernières années, les pensions continuent de baisser. Environ tous les 2 ans, à peu près, pour la moyenne. Et l'âge légal continue d'augmenter. Donc finalement, la situation qu'on a en 2026 à aujourd'hui, elle est plutôt très positive. Parce que dans 10 ans, ou dans 20 ans, si je suis assez, neutre, je dirais que ces 4000 euros, ils vont se transformer en 3000. En étant neutre. En étant vraiment pessimiste, mais plutôt réaliste, je me demande s'il sera à 2000 ou 2005. On le voit de toute façon depuis ces 10 dernières années, quand on prend les taux de chute des pensions, c'est assez représentatif par rapport aux estimations que je peux faire. On n'a pas de boule magique. Je ne peux pas vous dire à l'avenir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de refaire ce bilan. En général, moi, je demande à mes clients de le refaire tous les 5 ans. Parce que tous les 5 ans déjà, il y a des belles... Moi, je l'ai fait assez jeune, ce bilan-là, et j'ai déjà vu des diminutions, en fait. Donc, en plus, on est indépendant, on le sait, on n'est pas les... Voilà, on n'est pas autant couvert aussi effectivement que les salariés. C'est un peu différent. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience à avoir là-dessus. N'hésitez vraiment pas à faire ce bilan. Je pourrais vous mettre même dans le chat où on pourra vous mettre le lien Info Retraite. Vous allez juste sur le site Info Retraite, vous rentrez votre numéro de sécurité sociale, vous faites créer un compte, vous ajoutez votre mot de passe, que vous créez, bien sûr, et vous faites télécharger le bilan retraite. Ça prend franchement 3 minutes et ça vous permet déjà d'avoir un ordre d'idée, de vous préparer un peu à cette notion-là. Et n'oubliez pas que ces chiffres-là ne sont pas toujours représentatifs de ce qui peut se passer dans 20 ou dans 25 ans. Et donc, c'est pour ça moi, je pense que suite à cette prise de conscience, c'est tout l'intérêt de commencer à investir et à épargner. Et justement, Marion, tu vas me faire la différence entre l'épargne et l'investissement. La différence entre l'épargne et l'investissement, c'est qu'effectivement, je vous le disais tout à l'heure, donc là, ça illustre bien mon propos tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si vous avez, dans 2 ans, je prends n'importe quel projet, dans 2 ans, vous avez le projet d'acheter la résidence principale. Effectivement, on ne va pas mobiliser la même somme d'argent. Ou alors, par exemple, vous avez des enfants qui sont relativement jeunes, vous avez au moins 10 ans devant vous. Là, on va plus parler d'investissement parce que vous avez 10 ans devant vous. On peut se permettre d'avoir un horizon. On est dans un horizon long terme et on peut se permettre effectivement d'aller chercher des rendements qui sont plus élevés parce qu'on peut absorber ces fluctuations de marché. Mais le projet que vous avez dans 2 ans, là, on ne pourra pas les absorber de la même manière. On est plus sur du court terme. Le court terme, on est vraiment 1 à 2 ans, max 3 ans. Ensuite, on arrive dans le moyen terme, et au-delà de 8 ans, on passe vraiment dans le long terme. Les projets long terme de retraite, d'études des enfants,
on peut aller les traiter en fait, et on peut les anticiper. Je refais un lien avec les intérêts composés. Vous le voyez tout à l'heure, dans 8 ans, la somme de vos intérêts ne sera pas la même que si vous laissez tout sur votre livret. Voilà. C'est plutôt cette vision-là, en tout cas. Complètement. Et pour revenir du coup à la 5e question du caout, qui est le moyen en fait d'éviter les hausses et les baisses de marché, c'est d'investir un petit peu toujours la même somme chaque mois, parce que vous allez investir davantage, parce que les marchés, ils montent et ils descendent tout le temps. Et quand on regarde la moyenne du marché action sur les 50, voire même les 100 dernières années, il est positif. C'est-à-dire que vous avez aux alentours de 6 à 7% en moyenne, y compris la crise de 29, la crise des subprimes, les guerres, tout. Forcément, pendant les guerres, pendant les périodes où si vous aviez investi tout votre argent juste avant la crise Internet, forcément, vous allez faire moins 20, moins 30%, ou juste avant le Covid, c'est la catastrophe. On se dit, mince, la bourse, c'est un casino, on peut perdre son argent comme ça. Alors oui, effectivement, si vous mettez tous les œufs dans le même panier et que vous mettez ça juste avant un crash, là, ça va pas très bien se passer. Mais par contre, si vous lissez le temps, il y a toujours un moment donné, ça remonte, et souvent, ça remonte plus fort que au moment où ça a craché. Et donc, c'est pour ça que un des moyens de lisser ces hausses et ces baisses de marché, c'est de faire ce qu'on appelle le dollar cost averaging, c'est-à-dire mettre toujours la même somme chaque mois, que ça monte ou que ça descende. Vous regardez pas les cours de bourse, on s'en fiche, on n'est pas des traders, on n'est pas là pour faire des grands coups comme ça, parce que de toute façon, les études montrent que si un particulier essaye de faire du trading, ça ne marche pas. Non. En tout cas, dans plus de 95% des cas, ils perdent de l'argent. Et ça reste plus qu'une loterie. Par contre, si vous mettez chaque mois la même somme, quand les marchés sont très hauts, vous achetez forcément un peu moins d'actions avec cette somme que vous mettez. Et par contre, le jour où c'est très bas, vous achetez un peu plus. Et ce qui fait qu'au moment où ça va remonter, vous allez au final être positif. Et donc, c'est une très bonne manière d'investir chaque mois à peu près la même somme sur les marchés un peu plus volatiles, ce qu'on appelle volatiles, c'est-à-dire qu'ils montent et qu'ils descendent comme le marché action, et ça vous permet de lisser un peu le risque et d'être moins stressé par les hausses et les baisses. Et puis évidemment, il faut calibrer, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est ce que Marion va vous expliquer sur la prochaine slide, il faut calibrer en fonction des poches et des horizons d'investissement. Souvent, moi, j'utilise une image qui est assez simple. C'est l'image d'une maison. Ça parle à tout le monde. Les images, c'est parfait. Le matelas de sécurité, c'est comme les fondations d'une maison. Évidemment, pour vous, ça vous viendrait pas à l'idée de vous dire, je vais mettre le toit de ma maison avant les fondations. C'est pareil. Effectivement, avant d'investir, donc l'objectif, c'est de se dire, voilà. On se rencontre, on parle de quels sont vos objectifs dans la vie, qu'est-ce que vous voulez allouer comme somme, ok. Avant d'investir, il faut déterminer ce qu'est un matelas de sécurité. Un matelas de sécurité, c'est 1 mois de dépenses, c'est votre machine à laver qui tombe en panne, vous avez la sécurité pour remettre l'argent dessus. Il y a beaucoup de pédagogie à faire sur le matelas de sécurité. Donc, des fois, j'entends des matelas de sécurité qui peuvent aller de 5 à 70 000. C'est hyper variable. Il y a aussi la notion de sécurité propre avec chacun. Le but, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, en fait. C'est dire, effectivement, souvent, moi, je pose une question, quand on me donne des sommes assez importantes, je dis, combien vous avez dépensé au maximum en 24 heures? OK. Combien vous avez dépensé maximum en 15 jours? Et combien vous avez dépensé en 1 mois? Bon, ça permet déjà de se rassurer un petit peu et de se dire, OK, c'est vrai que j'ai jamais dépensé des sommes astronomiques rapidement. La deuxième étape, c'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, souvent en plus quand on est à son compte, c'est important de bien faire attention à ça. 3 à 6 mois de dépenses. Pareil, on est sur des livrets sécurisés. On parle du livret A, on parle des livrets, pas les livrets qui sont fiscalisés. Attention, ça c'est 2 notions qui sont un petit peu différentes. Il faut bien se dire que c'est le prérequis de base avant d'investir. Tant qu'il n'y a pas de matelas de sécurité, on ne fait rien. L'objectif, et surtout l'AMF nous le dit quand même, notre but, c'est de mettre en sécurité nos clients. S'il n'y a pas suffisamment sur le matelas de sécurité,
on va droit dans le mur. On peut aussi mettre un matelas de sécurité plus élevé par rapport aux besoins pour que psychologiquement ça aille, et petit à petit, avec le temps, le diminuer. Ça, c'est possible aussi. Je reviens sur ce que disait Guillaume juste avant. Le fait d'investir mensuellement, c'est une très bonne chose. Et ça se détermine aussi par une étude qui est finalement budgétaire. Avant ce webinaire, Guillaume vous a envoyé un tableau budgétaire. C'est assez simple. Vous avez le montant annuel, mensuel, voilà. Vous pouvez le remplir. Faites l'exercice. Si vous avez envie de le faire, bien sûr. Le but, c'est de se dire, c'est que sur le budget, on a des règles. Bon, après, il y a des règles de base, il y a la théorie et la pratique, c'est comme toujours. Les règles sont les suivantes. 50% sur des charges courantes, 30% sur les loisirs et 20% sur l'épargne. Après, effectivement, il y a des situations de vie qui fait que des fois, on a un peu plus de charges courantes, on a un peu plus de loisirs. Enfin, voilà, il faut trouver un équilibre. On vous a présenté juste avant l'exemple de budget de Guillaume, où effectivement, on se rend compte que on est sur un solde budgétaire qui est positif. Déjà, c'est un peu la base de tout. Pour déterminer combien vous pouvez mettre au mensuel, moi, la façon dont je le détermine, c'est que mon client remplit le tableau budgétaire et à la fin de ce tableau budgétaire, vous avez des lignes où c'est écrit « capacité d'épargne mensuelle ». Si vous avez 1000, 1500, 500 euros, là, on se met d'accord ensemble sur une somme qui vous paraît correcte. Une somme qui vous paraît bonne, sans... L'objectif, c'est toujours pas d'aller sacrifier ses loisirs, hein, bien sûr que non, et de se priver, mais c'est d'avoir un budget qui est équilibré, et c'est le cas de Guillaume, on le voit ici, il a un budget qui est équilibré, ça lui permet de pouvoir faire tous ses loisirs, et en même temps, d'allouer plus de 2000 euros à de l'investissement. Dans son cas, il a 2400 euros, il peut effectivement se dire, bon, sur les 2400, j'ai envie de me faire plaisir à certains moments, je vais peut-être allouer que 1500. Mais c'est toujours 1500 en fait, et c'est énorme et c'est super. Les différents postes qui sont à cibler, on peut faire des économies basiques et importantes sur différents postes. Le premier poste, c'est l'assurance emprunteur. Il faut savoir que l'assurance emprunteur, les banques ont des taux, moi je vois énormément des renégociations d'assurance emprunteur qui va de 5 à 15 000 euros sur toute la durée du prêt. C'est énorme. Guillaume vous présente l'exemple. Alors moi, c'est un exemple, ça a été un de mes premiers couples de clients, en l'occurrence. Alors, c'est la situation parfaite. Donc, attention, je mets aussi des guillemets là-dedans. C'est un couple qui venait d'acheter sa résidence principale depuis 2 ans. Donc, ils étaient au max de leur assurance, ils étaient vraiment en démarrage de prêt. L'économie réalisée sur 25 ans, on était à 14 000 euros. Bon, il n'y a pas eu trop de débat, hein, ils ont signé la renégociation en l'espace de 3 jours. C'est 14 000 euros qui seront dans leur poche et pas dans la poche de la banque. Ils avaient eu un taux super de prêt, ils étaient contents. Par contre, il y a bien un moment où effectivement, il fallait se récupérer sur quelque chose. En général, quand on est à la moitié de la vie de son prêt, il faut compter au moins 5 000 euros d'économie. Au moins. Et je plus-sois un peu ce que dit Marion. En fait, quand vous dites 14 000 euros, on a l'impression, c'est vrai que c'est énorme. Oui. Et en fait, par mois, là, je viens de faire le calcul, ça fait à peu près 45 euros par mois. Et donc, on se dit, la renégociation d'assurance, allez, je vais gagner 20 euros par mois. Alors, 45, c'est énorme, mais 20 euros par mois, ça fait pas grand-chose au final. Ouais, mais si vous multipliez par 12 et que vous multipliez par 25, à la fin, ça vous fait des énormes sommes. Et moi, j'ai pris un prêt sur 15 ans, j'ai quasiment gagné plus de 5 000 euros ou 6 000 euros, je sais plus, rien qu'en négociant mon assurance emprunteur, quoi. Et ces 6 000 euros-là, je préfère les mettre dans mes projets de vie et dans mes investissements et dans mes loisirs que de les laisser à la banque. Attention aussi, effectivement, une notion qui est très importante et qui va vous sécuriser. L'assurance emprunteur, on a des garanties. Évidemment, c'est des garanties qui sont importantes. Il faut savoir que légalement, votre contrat d'assurance emprunteur, la personne qui fait la renégociation en assurance, elle est obligée, elle est tenue de vous assurer à même équivalence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous assure à équivalence inférieure pour gagner. Cette renégociation, elle a été faite, dans le cadre de la loi, heureusement, elle a été faite sur un principe de même garantie. Donc si effectivement, alors votre rôle, c'est pas de regarder toutes les garanties,
Ça, c'est le but, c'est d'en parler en fait avec la personne qui fait la renégociation, mais légalement, il est tenu de le faire. Donc, en termes de sécurité, le courtier qui fait la renégociation, s'il s'aligne pas, il est attaquable. Donc, ça va pas trop dans son intérêt quand même. Enfin, normalement en tout cas. Donc, effectivement, le premier poste, c'est l'assurance emprunteur. Le deuxième poste de dépense, ça va être les prêts conso, à éviter au maximum, en tout cas, ou alors partir sur du regroupement de crédit. Ça peut être aussi une solution, dans certains cas. Le troisième élément, on arrive sur télécom et Internet. Alors ça, c'est relativement flagrant. Moi, je m'en suis rendu compte, en plus, pour moi, en perso, cette année. C'est assez basique ce que je fais, mais tous les ans, je suis chez Bouygues par exemple, je les appelle et je leur dis bonjour, je voudrais renégocier ma box et mon téléphone. L'année dernière, j'ai gagné 15 euros. 15 euros sur la box et 5 euros sur mon forfait. J'avais 20 euros de gagné. En début d'année, là, je me suis rendu compte que les prix qu'ils m'avaient appliqués pendant un an, j'étais passé de 36 à 43 euros comme ça. Voilà. Sans rien dire, sans qu'il se passe rien. Vérifiez bien, regardez ces postes-là, faites un audit une fois par an, ça vous prend peu de temps, c'est un appel, et ça vous fait quand même économiser dans tous les cas. Et ces sous, ils sont mieux dans votre poche et dans vos projets que dans les leurs. Oui, complètement. Et c'est vraiment, c'est tout petit. On le dit, cette expression qui dit les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est 3 euros par-ci, 3 euros par-là, et tout ça, mis bout à bout, c'est énorme. Hein. Il y a aussi, donc, et tu l'as très bien dit aussi, l'assurance aussi. Que ça soit habitation, auto, santé, moi des fois je vois des taux d'assurance, enfin je vois des montants d'assurance auto, c'est hallucinant quoi. J'ai renégocié la mienne moi au mois d'octobre, j'ai gagné 25 euros par mois. C'est pas neutre en fait, 25 euros. Et je suis aux mêmes garanties, j'ai juste tapé sur internet, j'ai regardé 2-3 comparatifs, voilà, ça s'est arrêté là, j'ai les mêmes garanties, j'ai gagné 25 euros. Donc mis bout à bout, effectivement, ça finit par faire une grande rivière quoi. Les abonnements, on en a plein. On a plein de choses. On a Netflix, on a Prime, on a énormément d'abonnements aujourd'hui. De temps en temps, dites-vous, OK, je note sur un papier tous les abonnements que j'ai. Peut-être que vous les utilisez pas forcément. Peut-être que vous avez des doublons ou peut-être que vous pensez que c'était résilié et c'était pas le cas. Mince. Ah oui, je vais trop vite. Et les derniers, donc effectivement, loisirs et alimentation. Il faut faire attention à ces postes-là sur la partie loisirs alimentation. Merci. Il faut trouver un équilibre. Le but, c'est pas du tout de se priver, évidemment, c'est de continuer à se faire plaisir. Et l'alimentation, on sait, c'est un poste qui est très, on est très contraint sur ce poste-là avec l'inflation. Donc attention, parce que là, pour le coup, ça grignote bien votre pouvoir d'achat. N'hésitez pas à budgéter vos loisirs, à voir combien vous dépensez. Très souvent, les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils dépensent comme restaurant par mois. Donc, vous regardez sur le mois précédent. Souvent, maintenant, les applis bancaires sont très bien faites pour ça. Vous ouvrez votre appli, ça vous fait des camemberts, des top dépenses, des différents loisirs, de ce que ça représente l'alimentation. Vous faites ça sur 2 mois, vous faites une moyenne. À la rigueur, s'il y a 100 euros de doute, vaut mieux mettre 100 euros sur supérieur et au moins le prévoir dans ce sens-là. Et après, se dire, effectivement, si mon budget resto, c'est 500 ou 400 euros par mois, bon, là, je suis à 600, il faut que je me calme un peu et j'arrête les restos ce mois-ci, quoi. Et je recommencerai un peu plus sainement, on va dire, le mois prochain. L'objectif, c'est vraiment pas de se priver, mais c'est d'avoir une gestion raisonnée et de se rendre compte, surtout des choses. Oui, complètement. Et puis, le tout, c'est de trouver un juste équilibre entre se faire plaisir, mais aussi avoir en tête cet intérêt et cet objectif qui est d'investir pour son avenir aussi. Et une des astuces, moi, que j'utilise beaucoup, c'est que je me dis, je me fixe une poche où je suis sûr que je l'investis. Et dès le début du mois, quand je me verse mon salaire, parce que comme on est libéral, on se verse nous-mêmes notre salaire, je mets d'emblée cette somme-là dans une autre poche, qui a un autre compte en banque, et c'est à partir de ce compte en banque-là que je fais les investissements et que je déploie en fonction de mes différentes poches. Mais si vous le faites déjà en amont, comme ça, vous êtes avec un budget à peu près
équilibré, parce que ça vous permet en fait de garder ce que vous avez besoin pour les dépenses qui reviennent récurrentes, et le reste, ce qui vous reste, c'est pour les loisirs. Et si on a envie de se faire un peu plus plaisir, on met un peu moins de côté, mais voilà, on arrive en équilibrant les choses comme ça. Il faut d'abord commencer à penser à ces investissements et mettre de côté, et après, ce qui vous reste, vous ne pas faire l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, je vais investir ce qui va me rester à la fin du mois, mais sans anticiper ce qui va rester à la fin du mois. Ce qui fait que des fois, il leur reste rien, et du coup, ils épargnent rien. Et le gros piège qu'on a, nous, en soignant, c'est que, en tout cas pour certaines professions soignantes, quand ils sont aux études internes, ils gagnent peu. Quand ils arrivent et qu'ils sont en activité, ils font un gros gap de salaire. Le problème, c'est qu'ils augmentent et ils gapent leurs dépenses autant que leur salaire, ce qui fait qu'à la fin, il leur reste aussi peu que quand ils étaient étudiants pour investir, et ce qui fait que quand ils arrivent à la fin, notamment à la retraite, s'ils n'ont pas anticipé les choses, ils ne sont pas mis de côté, ça peut devenir extrêmement compliqué, quoi. Ou s'ils ont un événement de vie derrière, c'est compliqué. Oui. Écoutez, c'est pas mal. Merci beaucoup. Alors, juste là-dessus, effectivement, comme le disait Guillaume, le tableau budgétaire, c'est hyper important, et ça vous permet de savoir déjà où vous en êtes et de faire cet exercice. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec Guillaume, il vous avait envoyé ce tableau budgétaire-là. Vous avez la possibilité, en fait, je vous ai mis un lien, donc vous avez juste à cliquer dessus, on vous enverra bien sûr le PowerPoint, la présentation. L'objectif, c'est que vous pouvez remplir de votre côté le tableau budgétaire, et ce créneau-là, c'est un créneau qui se met directement, donc c'est un créneau Calendly, un peu comme un Doctolib, voilà. Ce créneau Calendly, ça permet de réserver 30 minutes en fait d'échange qu'on aura ensemble, qui permet d'avoir une première analyse sur votre budget. Donc c'est assez court, 30 minutes, mais ça nous permet déjà de regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. L'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de vous donner de l'information, mais c'est aussi que vous puissiez transformer. Parce que oui, c'est bien de donner de l'info. Il faut ensuite que si vous en avez envie, vous puissiez le faire en tout cas. Voilà. Et puis donc, comme je vous le disais, mettre en place l'épargne régulièrement. Et puis n'hésitez pas à continuer à suivre la newsletter. Moi, je vais continuer à vous envoyer des conseils, que ce soit en tout cas des idées, des outils pédagogiques pour vous aider à faire progresser votre épargne, vous aider à épargner, vous aider à mieux gérer votre budget. J'essaie régulièrement, en tout cas, de vous apporter de l'information, et ce webinaire en fait partie. Pas clair pour vous, ou vous avez besoin de plus d'infos? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que ce format est bien? Est-ce qu'on peut reconduire ces formats-là? Quel est un peu votre avis sur tout ça, quoi? Je vous fais un petit retour. Merci Guillaume et Marion. Je me permets de vous appeler par vos prénoms. Oui. La newsletter, elle est super. Après, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien ce format qui reprend un petit peu des éléments aussi des newsletters, etc. Et je pense que le plus difficile, c'est de transformer ça en action. Mais en tout cas, ça donne quand même pas mal de pistes. Après, ce qui est difficile, c'est de se détacher aussi des conseils qu'on peut avoir dans les banques respectives, où on a l'impression d'empiler des produits ou de nous proposer toujours plein de choses, et d'être un petit peu, de pas toujours savoir ce qui est bien ou pas bien. Et du coup, je pense que ça donne aussi des billes pour mieux discuter et pouvoir mieux réfléchir sur ce qu'on nous propose parfois, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Et après, je pense que les conseillers comme vous, Marion, ça peut nous aider aussi au final, quoi. Oui, en fait, moi, très souvent, je me confronte aussi à des gens qui ont... ça m'arrive très fréquemment de voir des gens qui ont beaucoup de choses en place, qui savent pas forcément pourquoi ils les ont mis en place. Et surtout, moi, je leur demande toujours les récapitulatifs, que ça soit de l'assurance vie, des PER. Je leur demande les récaps, en fait, pour voir les fonds, comment c'est investi. Et quand on projette les fonds, de toute façon, ils ont tous un code. En finance, c'est bien, parce que tout est noté. Tout est noté quelque part, on a toujours des preuves.
Et effectivement, 3/4 du temps, on se rend compte que c'est des fonds qui donnent 1,5%, 2%. Ok, je pensais que j'avais du 5% garanti, mais en fait non, parce que du coup, c'était brut et c'est hallucinant de se rendre compte que je suis d'accord sur ce constat, beaucoup empilent des produits, se rendent pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout, il n'y a pas une vraie recherche de c'est quoi l'objectif de ce produit-là. On n'est pas des vendeurs de produits, en fait, à la base. On est des vendeurs d'accompagnement, on est là pour, en fait, être vraiment sur le long terme. Dans 20 ans, j'ose espérer que mes clients, je les connaîtrai encore et je ferai le suivi avec leurs enfants, voilà, c'est le but, en fait. D'où la confiance, d'où le fait que il y a le secret professionnel, et aussi que il faut qu'ils comprennent comment c'est investi. C'est tout bête, c'est des graphiques. Très souvent, moi, je vais sur un site, ça s'appelle Cantalis. Très simple. Vous mettez le numéro du fonds, vous le retrouvez sur tous vos documents. Si vous avez des assurances vie, vous voyez les fonds sur lesquels c'est investi. Vous tapez le numéro du fonds, Cantalis, et vous voyez le graphique, comment ça fonctionne. Enfin, un graphique, c'est plutôt basique. Ça vous permet de vous dire, OK, il y a 5 ans, il était comme ça. Des fonds, en fait, moi, systématiquement, avant de faire un quelconque investissement, je montre à mes clients comment se comporte le fonds dans lequel ils investissent. Ce qui est normal, en fait. C'est leur argent, mais ça me paraît logique. Donc oui, je suis plutôt d'accord. Ouais, exactement, c'est Cantalis. Donc on vient mettre le nom. Vous mettez le nom du fonds. Ouais, on vient mettre le nom du fonds et en fait, alors tu peux revenir si tu veux sur Cantalis. Oui, voilà. Ouais. Pardon. Ouais. Je vais juste remettre ça. Donc si on va sur un ETF un peu classique, continue sur accepter. Voilà. En fait, très souvent, les assurances vie, les PER, c'est des poches. On met ce qu'on veut à l'intérieur. Et vous avez un numéro et le numéro, il est là. C'est ça en fait. C'est ça le numéro. Le numéro, c'est un peu compliqué, mais voilà. En gros, l'idée, c'est de trouver le numéro de votre fonds et tous les fonds que vous avez dans les assurances vie, tout. Ils ont tous une carte d'identité. Si je puis faire le parallèle un peu osé, un peu comme un numéro de sécurité sociale, un numéro de carte vitale. Et vous prenez le numéro de carte vitale de votre fonds d'investissement. Vous allez là-dessus et là, normalement, ça vous sort le fonds avec la performance à l'année. Vous avez toujours l'identification qui est ici. Vous avez la notation Cantalis. Bon, ça, après, à prendre. Vous voyez bien mon écran, oui? Je n'arrive pas à voir. Et ensuite, vous avez effectivement comment est composé ce fonds. Ah oui. Est-ce qu'il est ISR ou pas? Et vous avez comment ça se passe sur ce fonds depuis, depuis, par exemple, on a jusqu'à 2021. Donc, on part sur 5 ans. Vous avez les performances en 1 an, en 10 ans. Alors, attention, c'est une partie du fonds. On ne met jamais 100% là-dessus. Forcément, on diversifie. Donc, là, les performances vous semblent énormes. Souvent, sur ces poches-là, ça dépend de l'objectif, évidemment. Il faut toujours regarder aussi une chose, c'est ça. Ce qu'on retrouve ici, ce que je vous disais, sur le niveau de risque, de 1 à 7. De 1 à 7, effectivement, on est plutôt sur un risque, on est plutôt au milieu, on n'est pas sur du court terme, mais on commence à arriver dans du moyen terme. Si vous avez un projet au-delà de 5 ans, oui, on peut mettre une partie sur ce genre de fonds, par exemple. Vous avez aussi toute la volatilité du fonds. C'est relativement simple, en fait, mais ça, c'est systématiquement. Ça reste du graphique, en fait. C'est simple. C'est systématiquement, quand je fais une allocation pour mes clients, je leur dis, on aura une partie en sécurisé, en fonds euros, on aura une partie en plus agressive, on aura une partie comme ça. Voilà comment les fonds se comportent. Voilà ce que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont des chiffres, ils prennent leurs décisions après. Moi, je ne peux pas... évidemment, les performances passées ne présagent pas des futures, mais pour autant, on arrive à savoir effectivement que quelqu'un qui a investi ici, le 26 octobre 2023, quand il était là, au 31 janvier 2025, il était plutôt content. Il n'était pas malheureux. Par contre, s'il regardait au 6 avril, là, il était moins content. Ça, c'est quand Trump a annoncé les droits de douane. Voilà. Juste après, pouf, ça remonte. Et la correction. Il y a toute une stratégie. Généralement, en quelques mois, vous arrivez, puisque là, on est en 2026, on est arrivé quasiment juste avant la baisse. Alors là, on est en top à fond, là, mais on est arrivé juste avant la baisse. Tout ce qui a été, en tout cas, investi avant 2023 a été récupéré. Et vous continuez à progresser. Donc, c'est pour ça qu'il fallait surtout pas vendre au moment du crash de 2020, d'avril 2026, parce que sinon, vous auriez perdu la moitié de votre performance.
En fait, il faut toujours rester neutre. C'est par exemple, il y a un objectif dans 5 ans. Je dis n'importe quoi. On était en 2021, l'objectif était dans 5 ans. Petit à petit, quand là la courbe elle est haute, ce qui est en non sécurisé, on vient le sécuriser petit à petit en fait. Et puis là, quand c'est bas, on vient pas sécuriser en fait. Là, quand c'est haut, on resécurise un petit peu d'argent. En fait, c'est toute une dynamique, c'est tout un suivi, c'est toute une articulation. Il y a rien de compliqué. Tout le monde s'en fait un monde en se disant c'est compliqué la finance. Non, mais c'est des graphiques, c'est des chiffres. C'est juste qu'il faut l'expliquer simplement et à partir de là, vous comprenez déjà. Là, vous regardez comment un fonds ça se comporte, vous comprenez déjà beaucoup de choses en fait. Et pourtant, vous n'avez pas fait 5 ans d'études. Oui, Amandine. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était super clair. Merci Guillaume pour cette newsletter. Tu m'as ouvert un monde que je ne connaissais pas. C'est vraiment hyper intéressant. Je voudrais juste moi questionner justement l'accompagnement parce que je me sens encore pas, enfin je comprends plus de choses mais je me sens pas du tout légitime et justement revendre à quel moment. Enfin c'est un truc ça me semble pas de mon niveau, donc je me questionne sur l'accompagnement. J'ai rencontré déjà des conseillers en gestion de patrimoine. J'arrive pas à savoir vraiment comment ils sont rémunérés, quelle est leur indépendance. Et puis moi j'aimerais vraiment qu'on ait orienté mon épargne sur de l'investissement vert. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de encore à l'heure actuelle. Les conseillers de gestion patrimoine que j'ai rencontrés, ça leur parle pas du tout. Ils me proposent des trucs qui me semblent pas du tout adaptés. Enfin, je sais pas comment faire concrètement. Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations. En fait, il faut savoir que déjà, on se doit, c'est l'AMF qui nous le dit en termes d'éthique, on se doit d'orienter les placements de nos clients en fonction de leurs croyances, de leur volonté, et on se doit effectivement de leur faire remplir ce qu'on appelle un questionnaire ESG. Donc déjà, ça, c'est l'AMF qui nous l'impose. Voilà, c'est comme ça. Donc, la façon dont les conseillers sont rémunérés, pour être très clair, ça dépend de comment ils voient les choses. Il y a 2 méthodes. Soit effectivement, ils fonctionnent par honoraire. Donc, vous faites un rendez-vous, ça coûte tant à l'heure. Enfin, je donne pas de montant parce que voilà, déjà, moi, je suis pas sur ce mode de rémunération. Soit effectivement, c'est des rétrocessions qui sont faites par les partenaires. Moi, mon conseiller en gestion de patrimoine, je te coupe un peu Marion, par exemple, il m'accompagne sur 1 an, il me fait payer des honoraires, donc je suis sûr que j'ai pas de rétrocommission pour le coup, et il me fait payer aux alentours de 1 800 € par an. 1 800 par an, à peu près, c'est ces honoraires. Donc ça coûte, mais au moins, il n'y a pas de rétrocommission. Et donc l'autre manière, c'est la rétrocommission. L'autre manière, effectivement, c'est la rétrocommission. Moi, c'est celle que j'ai choisie, en tout cas. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve ça élitiste. C'est ma façon de voir les choses. Donc ça, après, chacun vraiment à sa façon. Mais moi, je trouve ça un peu élitiste parce que je me dis, en fait, si on n'a pas ça, on n'a pas cette somme à allouer, en fait, on peut pas avoir du conseil. Donc moi, je viens pas d'un milieu, en tout cas, je viens d'un milieu plus simple où effectivement, il n'y avait pas. Pour moi, dans mon esprit et dans ma famille, on pouvait pas aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, clairement. Alors que déjà, des investissements, on peut les commencer à 50 € par mois et à 200 € en capital. Donc moi, j'ai plutôt fait le choix de la rétrocommission. C'est le choix que je vais garder aujourd'hui dans ma structure. J'ai pas forcément volonté de faire différemment parce que ça me correspond. Il faut bien sûr que les rétrocommissions soient raisonnées et ordonnées. De toute façon, avant quelconque signature de quoi que ce soit, il faut savoir que le conseiller en gestion de patrimoine, il y a des documents qui sont envoyés et qui sont en signature commune entre le CGP et vous. Et le dernier document, c'est le rapport d'adéquation. Moi, souvent, je dis à mes clients, regardez bien ce rapport-là. Là, vous avez tous les montants de ce que je vais toucher. Ils les regardent, on est à l'aise, on est d'accord sur ce que je touche. J'ai pas d'échange d'argent avec eux, c'est le partenaire qui me reverse une commission. Il faut bien sûr que ça soit pas énorme pour pas impacter les performances. Parce que si par exemple je touche 10% et que la performance annuelle c'est 4,5 ou 5, c'est pas le but quoi. Souvent, la première année, effectivement, de mise en place, il faut être transparent. Le rendement est moins important parce que vous payez aussi tout le conseil que vous avez. Vous payez l'accompagnement en déclaration d'impôt annuel. Moi, la période d'avril, c'est la plus grosse période, forcément pour moi. Et
moi, j'aime bien ce fonctionnement et moi, ça me correspond et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Donc, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses sur le marché. Le fait de situer, d'aller prendre un indépendant, je pense que c'est déjà mieux sur la liberté de conseil. Et après, c'est un échange de, voilà, comment vous fonctionnez. Moi, je fonctionne à la fois avec ça et beaucoup de recommandations. Parce que si, par exemple, demain, c'est pas le moment, j'ai des clients, c'est pas le moment, en fait, par exemple. C'est pas le moment parce qu'ils achètent la résidence principale, ce genre de choses. C'est pas le moment, ok, on se revoit dans un an. C'est pas grave. Mais pour autant, je demanderais de fonctionner en recommandation si vous avez de l'entourage qui a besoin, qui se pose des questions, etc. Je sais pas si ça aide, en tout cas. Mais il y a vraiment 2 méthodes. Si, ça aide, mais je pense que c'est encore un sujet sur lequel je suis pas hyper à l'aise et du coup, j'ai commencé à aborder le sujet de la rémunération, mais effectivement, j'ai pas une transparence folle en face et donc voilà, ça me questionne et la confiance que, comme vous l'évoquez, elle se construit petit à petit, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis c'est pas simple dans le côté ISR, investissement socialement responsable, où pour le coup je sens que j'ai pas de réponse en adéquation en face. Et ça, voilà. Alors je suis en train d'y travailler, Amandine, pour voir s'il y a des interlocuteurs qui sont, alors comme l'a dit Marion, normalement ils sont tous obligés de vous proposer des accompagnements ISR. Après, il y en a qui ont plus ou moins d'appétence pour le sujet. Et je suis en train d'y travailler, de pouvoir proposer, en tout cas, dans le répertoire, des gens qui interviennent et qui, justement, ont une appétence tout particulière pour l'ISR et l'investissement socio-responsable. Il y a des conseillers qui sont spécialisés un peu dans ce type de domaine-là, mais il faut les trouver. Il y a des partenaires aussi, surtout. Il y a des partenaires qui ont... moi, dans mes partenaires, on a toujours une solution qui est labellisée ISR et des solutions qui n'en sont pas, en fait. Donc après, c'est un peu les croyances de chacun, c'est un peu la volonté. On a aussi, depuis quelques années, là, on a l'AMF vert et durable qui est sorti. Je pense que peut-être dans 2 ans, on sera tous obligés d'avoir notre AMF vert, pour le coup. L'AMF, c'est le plus gros examen pour nous. C'est quasiment 6000 questions à réviser. C'est le truc qui nous... voilà. Donc, je pense que dans les années qui vont arriver, effectivement... Moi, j'ai déjà eu cette discussion avec Guillaume, et là-dessus, c'est vrai que toi, tu es quand même assez... tu y vas de plus en plus, et c'est une bonne chose, en fait. De toute façon, vu les chiffres, on va pas avoir trop le choix, je crois. Non, parce que c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que comment des entreprises qui fonctionnent avec en tout cas dans leur bilan, avec une énergie qui est pas chère, un carbone qui est bas et des ressources entre guillemets illimitées comme maintenant, pourront être performantes dans 30 ans où avec le réchauffement climatique, les ressources sont extrêmement contraintes. Et on ne peut pas fonctionner comme ça. En fait, ceux qui se sont projetés sur ce modèle-là dans leur modèle économique, ces champions-là ne pourront pas être les champions de demain, c'est pas possible. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup, c'est pas une croyance, pour moi, je suis persuadé que l'avenir sera dans les entreprises qui ont déjà maintenant intégré le fait qu'il y ait une énergie qui va monter, il y a un bilan carbone qui doit être au plus bas possible, parce que les limites physiques font que on pourra pas continuer comme on le fait là. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important dès le départ puisque nous on construit notre patrimoine sur 20 ou 30 ans, pour certains, on ne peut pas construire sur des entreprises qui font du profit maintenant et qui plus tard vont se cracher parce que elles n'auront pas intégré dans leur bilan un carbone suffisamment important, quoi. Je pense que ça aide à répondre. En tout cas, j'espère. En tout cas, j'y travaille pour proposer des choses aussi, que ce soit dans le cadre de webinaires ou d'autres types de formats, pour montrer que ça existe, il y a des choses et on y travaille dessus. Merci pour votre réponse et merci pour ce super travail. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y avait d'autres questions ou interrogations avant qu'on close ce premier webinaire des soignants investisseurs. Je pense qu'on est pas mal. J'avais pas de questions, mais juste pour vous remercier parce que du coup c'était super intéressant.
Donc Anne-Marie Ladevaz, j'ai pas réussi à mettre mon nom, j'étais en voiture et c'était un peu compliqué, mais voilà. Super, merci. Non, c'était super intéressant et c'est vrai que je pense que dans ce genre de choses, on a des informations des fois qui sont différentes, qui viennent de différents horizons et c'est vraiment le lien de confiance qui fait qu'on arrive à passer le pas et permettre, avoir un webinaire qui nous donne les grandes lignes, nous permettre aussi de savoir si on est sur le bon chemin. Donc, non, c'est super. Chouette. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce premier webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir participé et d'avoir été présents et dans l'interaction. C'était chouette. Merci beaucoup Marion d'être venue pour tout le temps que tu as pu consacrer à la préparation de ce webinaire et ton implication dans la construction de ce tout premier webinaire. Il y aura des petites choses à améliorer forcément. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais merci beaucoup pour tout ça. Et je vous souhaite une excellente journée à tous, un très bon week-end. Et puis, hâte de vous retrouver pour les prochaines sessions. Merci, bon week-end à tous. Merci à vous, bon week-end. Merci, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Fait qu'on va rester tous les deux. Ouais, bah là tu peux stopper. L'enregistrement. Pof. Bon, comment tu as vécu tac, votre appel est encore dans le champ. Arrêtez l'enregistrement.